Remaniement ministériel, 6 portefeuilles concernés, 2 nouveaux venus, Michel Cointat, Rémy Montagne. 8e plan, les orientations économiques au service de l'emploi. La guerre entre l'Irak et l'Iran, les Iraniens résistent et contre-attaquent. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le gouvernement a fait peau d'œuf il y a 1 heure. Pas de très gros changements, disons plutôt un réaménagement. À la suite des sénatoriales, vous le savez, un certain nombre de ministres avaient été élus à la Haute Assemblée et souhaitaient en conséquence quitter le gouvernement. Eh bien, ce sera le cas de Yvon Bourges, le ministre de la Défense, et de 3 secrétaires d'État, Marc Beckham, Jacques Pelletier et Marcel Cavaillé, qui lui avait démissionné dès lundi. En revanche, Robert Galet conserve son poste. C'est le président de la République qui le lui a demandé, en raison, je cite, des inconvénients que présenterait pour la continuité des relations entre la France et les États africains la désignation d'un nouveau titulaire dont la durée des fonctions ne pourrait pas être assurée. Pour le reste, qu'est-ce qui change? Eh bien, c'est le secrétaire général de la présidence de la République qui va vous le dire. Jacques Val. Le président de la République a nommé, sur proposition du Premier ministre, conformément à l'article 8 de la Constitution, M. Joël Le Teul, ministre de la Défense, M. Jean-François Degnaud, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes administratives, M. Daniel Eufel, ministre des Transports, M. Michel Cointat, ministre du Commerce extérieur, M. Jacques Legendre, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la formation professionnelle, et M. Rémy Montagne, secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé et de la Sécurité sociale. Le copain, on peut dire tout de suite que ce n'est pas un bouleversement. Eh bien oui, vous savez que c'est le 6e remaniement du 3e gouvernement de Raymond Barre. Et comme je le disais tout à l'heure, je crois qu'il s'inscrit tout simplement dans la foulée des élections sénatoriales et qu'il ne faut pas voir la préparation des élections présidentielles. On chercherait vainement, je crois, des arrière-pensées d'ouverture ou des clins d'œil en direction d'état-major politique ou même d'électorats qui se situent actuellement en dehors de la majorité. Alors un mot sur les hommes, maintenant le grand partant tout d'abord. Eh bien le partant, Yvon Bourges, il faut saluer je crois en lui presque non, ça c'est pas Yvon Bourges, c'est Joël Le Teul qu'on a presque un des recordman de la longévité ministérielle. Je crois qu'il totalise 13 ou 14 ans, enfin à différentes époques, et ça faisait 5 ans qu'il était ministre de la Défense nationale. Bien, ensuite, donc, il est remplacé par Joël Le Teul, un autre gaulliste qui a des compétences connues dans le domaine de la défense nationale, puisqu'il était président de la commission de la défense nationale. Il était plusieurs fois rapporteur également sur ces sujets-là, et puis il a été à plusieurs reprises membre du gouvernement, y compris dans le gouvernement, je ne dis pas sortant, puisque c'est toujours le même. Il était donc déjà ministre des Transports. Bref, pas vraiment une surprise. En revanche, la désignation il y a des désignations de M. Degnaud, donc, qui était au commerce extérieur et qui quitte le commerce extérieur pour prendre un ministère dit de la réforme administrative. Alors je crois que cela est le signe à la fois de l'importance que le chef de l'État, le chef du gouvernement attache aux réformes administratives, mais je crois que c'est peut-être plus encore le signe de la confiance que le chef d'État a toujours eu pour M. Degnaud. On sait que ces postes ont déjà existé dans le passé, notamment du temps des gouvernements Chaban-Delmas et Messmer. Ils étaient confiés à des hommes qui étaient des personnalités politiques, jouant effectivement un rôle politique en plus de leur ministère, des hommes comme Alain Peyrefitte et comme Roger Frey. On peut dire que ça laissera plus de temps peut-être pour M. Degnaud, qui sera davantage à Paris en tout cas, et qui pourra peut-être s'occuper, pourquoi pas, des présidentielles ou d'autres choses. Enfin, attendons, puisque le bruit avait couru que M. Degnaud pourrait effectivement s'occuper plus précisément des présidentielles. Monsieur Eufel a une promotion, il était secrétaire d'État, il devient ministre des Transports en remplacement de M. Le Teul. Un autre changement, alors qu'il y a une signification, M. Legendre garde la responsabilité comme secrétaire d'État de la formation professionnelle, mais il n'est plus rattaché au ministre du Travail, il est maintenant directement rattaché au Premier ministre. Et puis il y a un nouveau, oui. C'est M. Rémy Montagne, qui n'est pas un nouveau dans la politique. M. Rémy Montagne a un peu plus de 60 ans, il appartient sous la même famille politique et spirituelle que Jacques Barrot. Dans sa jeunesse, il était le président de l'Association catholique de la jeunesse de France, et puis il a fait des débuts spectaculaires dans la vie politique en 1958, en battant le président Mendès France sur son propre terrain à Louviers. Et son suppléant, Philippe Pontet, va donc devenir député. Alors les structures changent un petit peu. Il y a léger changement de structure, déjà donc avec cette constitution, cette création d'un ministère des réformes administratives, avec M. Legendre qui est rattaché au Premier ministre, et puis les 3 secrétaires d'État qui partent après les élections sénatoriales, soit
parce qu'ils ont été élus, soit comme M. Cavaillet parce qu'il a été battu, ne sont pas remplacés. Leur secrétariat d'État est supprimé. Il s'agit de l'éducation nationale avec M. Pelletier, des collectivités locales avec M. Beckham et du logement avec M. Cavaillet. Tout compte fait, c'est un remaniement donc qui est limité, qui n'a pas une très grande portée, si vous voulez, sur le plan politique. En tout cas, ce n'est pas un changement politique, et à noter seulement quelques allègements de structure. Eh bien, tous ces ministres n'auront que peu de temps pour travailler sur le 8e plan, un document très important rendu public par le Premier ministre ce matin. Vous savez que le plan engage les grands choix économiques, sociaux et je dirais presque politiques de la France pour les 5 ans à venir. Ce sera avant tout un plan sur l'emploi, dit Raymond Barre, mais cette fois, on ne fixera pas de chiffres, on trace les grandes lignes des directions d'action. Un premier commentaire de Philippe Sassier. La France n'a pas de pétrole, mais elle a des idées. Cette petite phrase de défi rigolote aux accents de cocorico bien de chez nous est devenue en fait une phrase clé du 8e plan. Nous n'avons pas de pétrole, on le savait déjà, peu de matières premières et surtout la compétition internationale va devenir de plus en plus dure. Il s'agit donc de mettre en pratique ces idées et de faire du fameux système D une industrie nationale. Il ne s'agit pas de bricoler, mais de faire tourner plus vite les laboratoires où se forgent les techniques et les industries de demain, et ceci, quelle que soit leur catégorie. La recherche pour ces technologies d'avenir est donc, à la demande du président de la République, la première des priorités du 8e plan. Elle est suivie de 6 autres priorités. Réduire notre dépendance en matière d'énergie et de matières premières, c'est-à-dire et notamment consommer moins de pétrole, forger une industrie solide à base de technologies nouvelles, et ceci dans tous les domaines, les anciens comme les nouveaux, renforcer l'agriculture et les industries agroalimentaires, l'objectif est là de rendre plus compétitive cette agriculture, lancer des actions spécifiques en faveur de l'emploi, en développant notamment la formation professionnelle, renforcer la protection sociale des Français et promouvoir une solide politique familiale. Enfin, améliorer le cadre de vie, il s'agit notamment de la modernisation des logements anciens et du centre des villes, mais aussi de la sécurité des citoyens et des agréments de leur vie de tous les jours. Ce rapport a été transmis cet après-midi au Conseil économique et social et les parlementaires devraient à leur tour en débattre à la mi-novembre. En tout cas, c'est à cette date qu'un projet de loi sera prêt. Alors en présentant ce matin le 8e plan aux journalistes, Raymond Barre a répété que ce devait être le plan de l'effort, de l'initiative et de la compétitivité. Le gouvernement aurait pu, avec des artifices de présentation, affirmer péremptoirement que le problème de l'emploi serait largement résolu à coup de mesures plus ou moins saugrenues au terme du 8e plan. Mais il aurait alors participé à une entreprise d'illusion. Il est de son devoir de rappeler et d'expliquer que l'on ne crée pas des emplois par un décret ou par une loi et que l'amélioration de l'emploi dépend d'abord de la situation économique dans son ensemble. La stratégie du 8e plan est une stratégie de compétitivité. C'est la seule stratégie qui permette d'obtenir un nombre élevé de créations d'emplois durables. Si l'emploi n'est pas, comme certains le prétendront, la première priorité du 8e plan, c'est tout simplement parce qu'ils n'auront rien compris. Ils n'auront pas compris que le 8e plan est tout entier un plan pour l'emploi. Noël Copin, je vous retiens par la manche parce que nous avons oublié de tracer le portrait du nouveau ministre du Commerce extérieur, celui qui est en place, donc Jean-François Degnaud. Oui, qui est Michel Cointat, qui a déjà été ministre. Il était en particulier ministre de l'Agriculture. C'est un gaulliste, donc nombre pour nombre, un gaulliste remplace un autre gaulliste. Et il faut dire aussi que dans la famille gaulliste, il appartient à ceux que l'on pourrait appeler les non-chiraciens. La réponse de François Mitterrand à Jacques Chirac, précisément à propos d'un possible rapprochement entre le RPR et le PS, eh bien, cela ressemble à une fin de non-recevoir. On ne peut pas être à la fois de la majorité et de l'opposition, a dit le leader socialiste dans le département de la Réunion. Il n'y a pas de langage commun possible avec la majorité actuelle. Même langage chez Jean Popren qui présentait son ouvrage 81, Changer le pouvoir. On a beaucoup parlé de tout cela dans les couloirs de l'Assemblée aujourd'hui, l'Assemblée qui rentrait en classe aujourd'hui, avec l'habituel protocole, roulement de tambour et huissier chamarré, et dès l'ouverture de la session d'automne, les élus communistes ont vivement attaqué la politique gouvernementale.
Et puis une innovation pour les députés, ces portiques dénommés guillotines qui seront chargés à l'avenir de mieux filtrer les visiteurs afin d'éviter tout acte de terrorisme. Chez leurs collègues sénateurs, eh bien pas d'innovation en revanche, mais la continuité. Alain Poher reste président du Sénat. Il a été reconduit par ses pairs à ce poste qu'il occupe maintenant depuis 12 ans. Il a obtenu près de 2/3 des voix. Ces événements politiques de la journée, Valéry Giscard d'Estaing les a vécus de loin, de chamalière. Un retour aux sources, en quelque sorte, pour le président de la République qui inaugurait un lycée polyvalent là-bas, qui combine l'enseignement général et l'enseignement professionnel. Puis l'occasion pour lui de réfléchir à voix haute sur les problèmes de l'éducation et de souhaiter qu'après s'être penché sur la quantité, on pense maintenant à la qualité de l'enseignement. Les temps ont changé, a-t-il dit. Fini les conséquences du boom démographique de la fin de la guerre. Maintenant, ou au contraire, l'évolution de la démographie scolaire tend vers une certaine stabilité, voire même, malheureusement, ici ou là, une certaine réduction, on peut songer davantage à la qualité. Qu'est-ce qui permettra au système éducatif français de devenir un système d'éducation de grande qualité? C'est sans doute le problème des équipements. Et c'est pourquoi, dans les constructions à venir, à l'image de ce qui est fait ici, il faut faire incontestablement un effort de qualité. Et nous savons qu'il y a un certain nombre de régions en France où les établissements d'enseignement ont besoin d'une profonde modernisation ou transformation. C'est ensuite la question du système de l'éducation lui-même. Il faut viser des rythmes scolaires mieux aménagés, des programmes mieux conçus, des enseignants et des maîtres plus complètement formés, soit au cours de leur formation initiale, soit au cours de leur formation continue. C'est en même temps la possibilité de détecter plus tôt les handicaps parmi les élèves, afin d'y porter plus efficacement remède. C'est enfin la volonté de rechercher puis de mettre en place une pédagogie nouvelle. Toujours de Clermont-Ferrand, le chef de l'État a précisé que les avances accordées aux entreprises sinistrées par les inondations de Haute-Loire seraient financées par l'État, et puis il a révélé qu'il reviendrait en novembre en Auvergne pour réfléchir. Une manifestation aujourd'hui contre le projet PERFIT, Sécurité et Liberté, et puis pour soutenir le juge Bidalou, suspendu par le ministre pour non-conformisme et violation du principe de la séparation des pouvoirs, entre autres. Enfin, une demande des avocats de Roger Delpech, arrêté en mai dernier pour espionnage. Il faut, disent-ils, une audience publique d'urgence de la Cour de sûreté de l'État. La politique étrangère, maintenant avec tout d'abord cette information qui reste à confirmer, elle nous vient de Washington. Les Américains font état de manœuvres soviétiques à l'est de la frontière soviéto-polonaise. Des exercices qui, dit-on là-bas, auraient un caractère offensif, mais je vous répète, cela reste à confirmer. La guerre Iran-Irak est bien vigoureuse contre-offensive iranienne. Téhéran vient d'envoyer des parachutistes pour dégager le port de Khorramshahr. Jacques Abouchard nous téléphone de Téhéran. Des combats acharnés sont en cours dans la riche province pétrolière du Khouzistan, au sud-ouest du pays. Mais surtout, l'état-major iranien a lancé une contre-offensive sur 500 km de front. C'est seulement lorsque l'armée irakienne aura été totalement repoussée de l'autre côté de la frontière que Téhéran pourra envisager une suspension des hostilités. On nous a attaqués et nous devons d'abord chasser l'envahisseur, disent les Iraniens. Dans ces conditions, ils ne pouvaient que rejeter l'appel au cessez-le-feu immédiat du Conseil de sécurité. Vous savez que l'Iran a rejeté cette nuit l'appel au cessez-le-feu lancé par l'ONU et accepté par l'Irak. Il semble donc en conséquence Bagdad s'apprête à lancer une nouvelle contre-offensive. Philippe Rochaud. Entre l'Irak et l'Iran, la guerre éclair fait place à la guerre d'usure. Dans la province de Ilam, au nord de la région pétrolière, l'artillerie lourde a remplacé les blindés. Devant le refus de l'Iran d'accepter la négociation, l'Irak s'installe dans une guerre de longue durée qu'il n'avait pas prévue. 30 km à l'intérieur du territoire iranien, les soldats de Bagdad campent sur leur position. Territoire occupé, disent-ils, et non pas annexé, ils sont prêts à les rendre dans le cadre d'une négociation. Seule victoire de taille pour l'armée irakienne, la prise des raffineries d'Abadan qui n'en finissent pas d'agoniser.
Des milliers de barils de pétrole partis en fumée. Et pourtant, les experts affirment qu'elle pourra être réparée. En revanche, l'Irak essuie chaque jour de nouveaux bombardements en profondeur. C'était mardi soir, à Bagdad. L'aviation iranienne venait d'attaquer la centrale thermique qui alimente la capitale en électricité. C'est au cours de cette opération que des fantômes ont attaqué aussi le centre de recherche nucléaire irakien, opération que l'Iran n'a pas revendiquée et qui fait courir le bruit que l'aviation israélienne, seule avec l'Iran à posséder ce genre d'appareil, aurait pu profiter du raid iranien pour frapper le potentiel nucléaire de l'Irak. L'Irak qui a expulsé un envoyé spécial de l'AFP, Jean-François Lemounier, qui a eu le tort de nous envoyer des informations sur l'attaque du centre atomique de Tammuz. Et puis Chapour Bakhtiar a peut-être quitté la France pour la Jordanie à bord d'un avion spécial des lignes irakiennes, mais là aussi l'information reste à confirmer. Italie, un nouveau chef du gouvernement pressenti, Arnaldo Forlani, le président de la démocratie chrétienne. S'il réussit à former le gouvernement, ce sera le 40e de l'après-guerre. Deuxième entretien franco-gabonais au sommet cet après-midi entre Valéry Giscard d'Estaing et Omar Bongo. Le Gabon représente un atout important dans la politique africaine française, que nous évoquions tout à l'heure avec le maintien au gouvernement de Robert Galet, par ses recherches minières, mais aussi par sa situation stratégique. Nous ne sommes pas loin, vous allez voir, de 3 pays où l'armée française est intervenue. Le Zaïre, ici, donc, avec Kolwezi, la République centrafricaine, avec la déposition de Bokassa à Bangui, et puis le Tchad, où se retrouvent assez souvent les forces françaises. Dans les 3 cas, la France a bénéficié du soutien logistique de Libreville, où stationnent en permanence 2 compagnies françaises. La base de Franceville, que vous voyez ici, donc au sud du pays, sera équipée avant la fin de l'année de Mirage 5. Le président Bongo n'exclut pas l'éventualité que cette base... Si ça peut contribuer à établir une paix, à garantir une stabilité, c'est tout à fait normal. Mais si c'est pour faire autre chose, non. Alors, d'une manière générale, est-ce que vous approuvez les interventions militaires qu'il y a eu ces derniers temps dans l'Afrique centrale, justement, de la part de la France? Honnêtement, je vous dirais que je suis pour les interventions justifiées, parce qu'on en a assez. L'Afrique a offert ces temps derniers le théâtre de la honte. Oui, mais on ne peut pas approuver en même temps la présence militaire française en Afrique et dénoncer les ingérences extérieures d'autres pays. Vous parlez d'autres pays. Mais si j'ai des accords, moi, il y a des accords de défense qui lient la France au Gabon. Et ces accords ont été négociés dès l'indépendance du Gabon en 1960. Bon, et la France y est. On travaille et on est avec la France. Bon, donc, ces ingérences dont je dénonce, la France, je l'ai acceptée. J'ai des accords avec. Mais si quelqu'un d'autre, qui n'a rien à voir avec moi, qui n'a aucun accord de défense avec moi, et qui vient pour faire de la subversion, pour me dire il faut faire ceci ou il faut faire cela, comme tout dernièrement, vous savez, j'étais obligé... Votre pays a été menacé? Non, je dis tout dernièrement, je suis même obligé de quitter Libreville pour aller me reposer parce qu'il fallait aller au Jeu de Moscou. J'ai beau dire je n'ai pas d'athlètes. Donnez-moi d'abord l'équipement, formez-moi d'abord des athlètes. Et puis j'irai là-bas. Mais j'ai été formé par le Français. Je connais le Français, je sais ce que le Français est capable de faire. Les Français aussi savent ce que le président Bongo, jusqu'où il parlait, ce qu'il est capable de faire. Donc on s'entend, on discute, on se comprend. Et sans rancœur. Mais avec les Russes ou certains pays de l'Est, ils veulent que vous soyez ceci, il faut que vous criez, vous devez crier. Quand vous leur dites pourquoi je veux crier, vous devenez un déviationniste ou un défaitiste. Alors, moi, toutes ces histoires, franchement, je veux coopérer avec tout le monde, mais à condition que mon libre arbitre ne soit pas mis en cause. Un commentaire de Jacques Chirac dans Le Monde sur la politique africaine française. La position de la France s'est dégradée là-bas, a-t-il dit. Indice record en Allemagne, 0,1% pour les prix, mais pas 0,1% d'augmentation, 0,1% de diminution. Un bon point pour Helmut Schmidt, dont la campagne se termine et qui a dû affronter non seulement l'opposition des chrétiens démocrates de Strauss,
mais aussi celle des écologistes qui ont eu un peu de mal à faire entendre leur voix. De Bonn, Michel Meyer nous parle de tous ceux qui se retrouvent coincés entre les deux grands partis. Pour l'heure, observateurs politiques et sondeurs d'opinion se rejoignent pour ne plus douter de la victoire électorale de Helmut Schmidt. Il reste qu'à lui seul, le parti du chancelier, le SPD, n'a pas les moyens d'assurer ce succès au candidat Schmidt. Ainsi, les sociodémocrates ne peuvent se priver de l'appui du petit parti libéral, du vice-chancelier et ministre des Affaires étrangères, Hans-Dietrich Genscher. Les libéraux de la coalition gouvernementale de Bonn espèrent profiter cette fois de l'allergie de nombreux électeurs chrétiens-démocrates envers leur propre candidat, Franz Josef Strauß. Ce gain de voix leur permettra, dans le même temps, pense-t-il, de mieux défendre une libre initiative économique qu'ils trouvent souvent menacée par des membres de l'aile gauche du parti de Helmut Schmidt. C'est dire s'ils espèrent aussi ravir quelques voix aux sociodémocrates. En fait, avec son espoir de récolter 8 à 9% des suffrages, le Parti libéral est le lieu de rencontre de tous ceux qui, petits commerçants ou fonctionnaires, refusent le risque de la polarisation de la vie politique ouest-allemande. Plus modeste, et après avoir surtout protesté en ordre dispersé contre ce qu'ils appellent l'État nucléaire, les Verts d'Allemagne fédérale avaient espéré franchir la barrière des 5% des voix. Les écologistes doivent pourtant déchanter. Efficaces à travers leurs manifestations, ils se révèlent en ce moment incapables de s'organiser en un parti cohérent et opérationnel. L'une des figures de proue des Verts, le fermier écologiste Baldur Springmann, résume assez bien la déception et les motifs du déclin relatif des écologistes qui réuniront au maximum 2 à 2,5% des suffrages. Il y avait parmi nous des dogmatiques, des idéalistes aussi bien sûr, mais ils étaient embourbés dans des visions politiques du siècle dernier. Dans un marxisme d'une lutte de tous contre tous et d'une remise en cause militante de la société. Et cela n'a rien à voir avec l'écologie. On a tenté en quelque sorte de réunir eau et feu et ça n'a pas réussi. Nos concitoyens ne sont pas des idiots. Ils ont identifié et senti nos contradictions et nous ne sommes plus crédibles. Deuxième anniversaire aujourd'hui de la manifestation de soutien aux mères de la place de Mai, celle que le gouvernement argentin appelle les folles de mai, et qui se battent pour retrouver leur fils, leur mari ou leur père disparu en Argentine. Souvenez-vous de ces images qui vous avaient marqué sur Antenne 2, c'était le 1er juin à Buenos Aires, à la veille de l'ouverture de la Coupe du Monde de football. Serge Misret. Nosotros que estamos en la Argentina y somos argentinas, les podemos asegurar que se está viviendo mucho dolor. Nous sommes des Argentines, des citoyennes argentines, et voyez notre douleur, car nous ne savons pas ce que sont devenus nos pères, nos frères, nos maris, s'ils sont malades, morts, disparus, et pourquoi. Porque no sabemos nada de ellos, si están vivos o muertos, si están enfermos, si sufren frío, si tienen hambre y desesperación, porque ya no sabemos. Le jour de l'ouverture de la Coupe du Monde de football, ces femmes avaient crié leur détresse à Richard Diot et Jean-François Renou. Elles manifestaient dans la rue, malgré la répression exercée sur les opposants par le régime dictatorial du général Videla. 25 000 disparus à ce jour, 25 000 personnes dont on est sans nouvelles. Elles manifestaient tous les jeudis. C'est pour cela que le Club socialiste des droits de l'homme organise tous les jeudis depuis 2 ans une manifestation devant l'ambassade d'Argentine à Paris. Ce matin, pour le 2e anniversaire de cette manifestation, il y avait environ 200 personnes, des élus de gauche et aussi des parents de disparus. J'ai tous mes enfants disparus. Ma fille, son mari, mon fils, mes 2 fils et ses 2 femmes. Ma fille et une de mes belles-filles étaient enceintes. Alors je peux calculer que j'ai 8 membres de ma famille disparus parce que ces 2 bébés, peut-être ils sont nés et jamais on a eu nouvelle des bébés. Ils ont disparu, pourquoi selon vous? Je n'ai eu aucune explication de sa disparition. C'est le gouvernement argentin qui doit me donner une explication. Alors je fais responsable au gouvernement argentin
de la vie ou de la mort, de la torture, des souffrances et du destin de mes enfants. Au lieu de renoncer à poursuivre... Chaque manifestant portait un ballon et accrochait à ce ballon une fiche avec le nom d'une personne disparue, parmi des milliers d'autres torturés ou tués dans des camps ou des prisons clandestines. Parmi elles, 15 Français disparus également, 4 qui sont détenus, les autorités argentines l'ont reconnu. Elles ont déjà libéré, mais au compte-gouttes, 8 Français. Et c'est grâce à l'action incessante d'associations diverses dans le monde, au nombre desquelles le Club socialiste des droits de l'homme, que le régime argentin, s'il continue à persécuter les opposants, sait que l'opinion internationale en est informée. États-Unis, laissez-moi tout d'abord vous dire que la semaine qui va venir sera sur Antenne 2 très américaine. Un question de temps lundi avec les reportages de nos correspondants Jacques Ségui et Claude Guénière. Et puis 6 journaux de là-bas, 3 antennes de midi avec Daniel Bilalian et 3 journaux de 20 h que j'aurai le plaisir de vous présenter de Chicago lundi, de Houston mercredi et de San Francisco vendredi. Alors aux États-Unis en ce moment, un gros remous après la projection d'un film avant-hier sur la CBS, Playing for Time, qui s'inscrit, si vous le voulez, dans le courant d'Holocauste. Alors les détracteurs de ce film reprochent à l'héroïne principale, Vanessa Redgrave, qui incarne à l'écran une juive, de militer dans la vie pour l'OLP. Je précise que ce film est adapté du roman d'une Française, Madame Fénelon, Sursis pour un orchestre. C'est une histoire qu'elle a vécue et dont elle s'est sortie grâce à la musique. Jacques Merlino. Membres de la Ligue de défense juive qui manifestaient il y a 4 jours à Los Angeles n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère en mettant Vanessa Redgrave, Arafat et Hitler dans le même sac et en brûlant l'effigie de l'actrice britannique. Ils ont voulu, par la brutalité de leur démonstration, montrer l'émotion des communautés juives devant un film qui donne à Vanessa Redgrave, connue pour son militantisme pro-palestinien, le rôle d'une juive déportée. We can't really and truly wish to please them. Upon your plate to live, and live to tell the triumphant story of the women who were playing for time. Tania Fénelon, qui a vécu ce drame et qui, 30 ans après, le rapporte dans un livre émouvant, Sursis pour un orchestre, ce choix de Vanessa Redgrave, qu'elle a rencontré spécialement à Londres, est une véritable provocation. Cela ne me choque pas qu'elle soit une militante du PLO. Je suis pour les Palestiniens aussi bien que pour les Israéliens. J'estime qu'ils ont le droit d'avoir un pays. Et j'estime que les Israéliens ont le droit d'avoir un pays. Ce que je n'admets pas de sa part, c'est son fanatisme. J'ai très peur des fanatiques. Pour moi, les fanatiques sont synonymes de fascistes. Elle veut détruire Israël. Et ça, c'est une chose que je n'admets pas. Et elle est une extraordinaire actrice. Je l'admire énormément. Mais je ne crois pas que quelqu'un qui porte en soi une telle haine pour un peuple, un tel terrorisme, puisse interpréter quelqu'un comme moi, qui ne hait personne. Est-ce que vous pouvez simplement nous raconter comment s'est passé le moment où vous avez été sélectionné pour faire partie de l'orchestre? Nous sommes arrivés en vue d'une baraque de planches. On est entré. Il y avait une estrade avec une femme très bien habillée, qui tenait un bâton de chef d'orchestre à la main. Il y avait un poêle qui ronflait. Et des filles habillées très normalement, avec des instruments de musique à la main. Et là, on vous a demandé de jouer. Est-ce que vous pouvez rejouer pour nous ce que vous avez joué à ce moment-là? Oui, je ne peux pas le chanter, hein, parce que ma voix d'alors n'existe plus. C'était... Je ne peux plus chanter. Ma belle voix est partie. À Nice, 2 membres du mouvement d'extrême droite dissous, la FAN, ont été inculpés et écroués ce matin. Et puis à Montrouge, les cibistes, si vous voulez, les amateurs radio qui communiquent entre eux, protestent contre les accusations de la police qui leur reprochait de les avoir gênés dans la chasse aux bandits. La mort de Louis Daquin, cinéaste très populaire dans les années 40 et 50, on se souviendra notamment longtemps du Point du jour sur la vie des mineurs. Laurent Broumède, le temps... Ça a l'air superbe, il n'y a pas de nuages pour l'instant. Bah voyez, pas de problème, nous vivons vraiment une arrière-saison assez extraordinaire et ça va continuer pendant plusieurs jours. En effet, il y a sur la France un anticyclone, une zone de haute pression et d'ailleurs plus généralement c'est toute l'Europe occidentale qui baigne de la haute pression. Les tourbillons de pluie, où sont-ils? Eh bien en général, ils traversent à cette époque la Grande-Bretagne et la France. Eh bien ils sont beaucoup plus haut dans les cintres au niveau du Groenland et puis là-bas de la Scandinavie qui n'est pas sur cette carte. Il faudrait monter plus haut. Alors demain vous le voyez, du soleil à peu près partout, de la brume
quand même le matin et du brouillard dans le sud-ouest, dans le centre et dans le nord-est en particulier, mais un peu partout. Ça, c'est pour demain. Les températures le matin fraîches, 5-10 degrés. L'après-midi, aux alentours de 20 degrés à peu près partout. Pour samedi, eh bien, j'ai simplement ajouté à la carte 2 petits nuages, de la Bretagne jusqu'aux Flandres. Il y aura quelques petits risques de pluie, mais rien de bien grave. Partout ailleurs, c'est toujours le temps brumeux, puis ensoleillé et chaud pour la saison qui continue. Enfin, pour dimanche, eh bien, je vais déplacer ces nuages des régions de la Loire jusqu'aux Ardennes, aux Flandres, là-haut dans le nord-est du pays. Là encore quelques risques de pluie, mais dans l'après-midi de dimanche, ça s'arrangera. Et dans toutes les régions, nous devrions avoir un week-end donc assez ensoleillé. Voilà, Patrick. Merci. Le tiercé, le 13, le 6 et le 10, vous allez voir les rapports s'inscrire. Donc 2652 francs 50 dans l'ordre et dans un ordre différent, donc toujours pour 5 francs, 502 francs 50. Pour prochain rendez-vous avec l'information 23h25 Hervé Claude pour le dernier journal. Et puis demain, antenne de midi à 12h45 et à 20h, Léon Zitrone. Je vous retrouve quant à moi, je vous rappelle donc, lundi soir de Chicago. Bonsoir à tous, à bientôt.